Bonjour, bienvenue sur ce live des expats. Aujourd'hui, je reçois Christophe Tardiva, qui est multi-expat et qui va nous parler d'un sujet très intéressant, comment constituer sa retraite quand on est expatrié, ou quels sont les moyens de le faire. Christophe va nous expliquer comment lui a fait et quel est son parcours, quelle est son expérience et ce qu'il en retire. Mais avant ça, je vais vous le présenter. Bonjour Christophe, Bonjour Margot, ravi de vous comment vas-tu? rejoindre. Comment vas-tu en ce jour des enfants? Eh bien, c'était le jour, comme je dis, le mercredi, c'est le jour des enfants et du canard enchaîné, qui est le lien préféré des Français avec la France quand ils sont expatriés. Toujours des nouvelles excitantes. Tout à fait, et surtout en ce moment. Mais oh, ça n'est pas le sujet du jour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ton parcours, ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu as été expat, pendant combien de temps, voilà. Avec plaisir. J'ai 63 ans, j'ai fait l'ESSEC entre 80 et 83. Tchou. J'ai travaillé, oui, j'ai travaillé dans le militaire nucléaire entre 84 et 90, et ensuite je me suis expatrié en 90 pendant pratiquement 30 ans, puisque je n'ai pas rejoint la France depuis ce moment-là. J'ai fait 5 ans en Angleterre, d'abord chez Hitachi, la boîte japonaise, et ensuite chez British Telecom. Ensuite, j'ai passé 5 ans à Munich dans une entreprise qui s'appelle Compaq, qui était à l'époque le numéro 1 mondial du PC. Et ensuite, jusqu'en 2006, toujours en habitant à Munich, mais en travaillant en Angleterre, j'étais chez Capital One Bank, qui est une banque américaine de crédit à la consommation. Et en 2006, ils m'ont dit que j'étais un mec génial et que d'ailleurs, je pouvais aller proposer mes services à d'autres entreprises. Donc, depuis 2006, je suis indépendant. Voilà, Ils t'ont gentiment demandé d'aller voir la concurrence. exactement. Donc, j'en avais assez des grands groupes. Donc, depuis 2006, je travaille à mon compte. J'ai créé une société qui s'appelle Top Frogs et qui a pour vocation d'accompagner les expatriés dans leurs investissements immobiliers en France. Parce que l'immobilier, c'est quand même la recette basique, numéro un, pour la retraite des expatriés. Donc, si je résume, toi, tu es multi-expat, tu as vu un peu le monde sous différentes formes et dans différents groupes. Et aujourd'hui, tu es encore expat aujourd'hui ou tu es en France? Je suis toujours expatrié en Lettonie depuis 10 ans. Ok. Et donc, depuis la Lettonie, tu aides les Français qui ont envie d'investir dans la pierre en France pour que ça soit, comme on disait tout à l'heure, une solution retraite ou des revenus complémentaires pour la retraite si jamais ils n'ont pas eu cette chance de cotiser à la retraite française. Absolument. Alors, j'ai cotisé pas mal d'années. Je te disais tout à l'heure que j'ai passé 10 ans en Allemagne entre 96 et 2006. J'avais un salaire moyen à l'époque d'environ 200 000 euros, ce qui à l'époque était un bon salaire et ce qui aujourd'hui est toujours un bon salaire. Eh bien, il faut savoir que ces 10 années de retraite allemande vont me donner droit à 487,50 € de la part de Très précis. l'Allemagne à partir de mes 67 ans et demi. C'est très D'accord. précis tout ça. Voilà, c'est Virgule exactement. 50. Les Allemands sont précis, donc c'est 487,50 € à partir de 67 ans et demi pour un 10 ans en salaire à Allemagne. l'époque de 200 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, c'est même pas 5% de ce que je gagnais à l'époque. Et en imaginant que j'avais travaillé 40 ans en Allemagne, ça me ferait quand même que 2 000 € par mois Ouais, par rapport à un c'est salaire mensuel de 20 000 euros. Donc voilà, donc là, les retraites d'expatriés sont des catastrophes, il faut le savoir. Je me suis prémuni de cette situation et j'ai fait l'acquisition entre 2001 et 2006 de 14 appartements à Paris. Mon divorce m'en a coûté quelques-uns, donc il m'en reste 8. écoute, c'est comme au Monopoly. On Exactement. revend ses hôtels et ses maisons. C'est exactement ça. Donc, il m'en reste 8 et j'aurai à peu près, j'aurai terminé tous les emprunts dans 5 6 ans. Donc, dans 5 6 ans, j'aurai gagné mon indépendance financière grâce à cet investissement immobilier. Voilà, D'accord. Ok. les choses. Tu me disais aussi, avant qu'on commence, que ça, c'était tes 10 ans en Allemagne, donc 480 euros à peu près. Voilà. Mais tes 6 ans en France, tu aurais le droit à 10 euros par Voilà, mois exactement. Alors, pour faire avec ta retraite française. c'est exactement ça. J'ai travaillé, donc j'ai fait les SEC, j'ai fait un an de service militaire, j'ai fait 7 ans en France avec des salaires d'époque qui étaient ce qu'ils étaient, mais qui à l'époque étaient des bons salaires locaux. Et tout ça m'aura rapporté 2 000 € de solde de tout compte pour la retraite complémentaire que j'ai reçu le mois passé et
le consultant qui s'occupe de mon dossier m'a dit, voilà, la France, ça va être 10 euros par mois. Donc, on attend de recevoir les confirmations de vos trimestres à l'étranger, ce qui a peut-être un petit peu augmenté les choses, mais on est sur ce genre de volume. Donc, on n'est pas sur 1000, on n'est Ça pas fait sur pas 10, très on est lourd quand sur, même, hein, pour vivre. ce qui est assez amusant. Donc, c'est pour ça que dans mon boulot de Top Frogs, je fais des enquêtes auprès des expatriés. On s'est aperçu que 75% des expatriés font de l'investissement immobilier pour justement préparer leur retraite. Oui. Et les autres, ils font plutôt des produits financiers, mais la plupart des gens, 50%, font de l'immobilier et des produits financiers parce qu'on ne sait jamais ce qui va marcher. Mais l'immobilier, c'est quand même 75% des projets d'investissement. Oui, j'imagine que le premier, ça commence par acheter un pied-à-terre quand on rentre. Ou est-ce que dans les études que tu as, c'est vraiment de la pierre pour de la pierre ou c'est à utilisation logement quand on passe par là ou pas du tout? Alors, c'est assez simple. Les expatriés qui avaient une résidence principale en France avant de partir, la moitié la gardent, la moitié la louent. Ok, Pardon, non, excuse-moi. La moitié la vendent, la moitié la oui, gardent et la louent. Ça, c'est la chose plus simple. Et une fois qu'ils sont partis, ils ont tendance à racheter des produits supplémentaires pour augmenter leur patrimoine. Parce que généralement, les d'accord. résidences principales, ce n'est pas forcément très bien loué, ce n'est pas forcément très rentable. Donc, ils se focalisent sur de l'immobilier locatif pur qui va leur donner une meilleure rentabilité et qui va leur permettre, encore une fois, de préparer leur retraite. Un des éléments ensuite qui pousse les gens à investir, c'est d'acheter un appartement qui pourra servir d'hébergement à leurs enfants étudiants en Ouais, France. Parce que ça, c'est toujours la galère clairement. quand on a un enfant qui est sélectionné pour aller faire ses études supérieures, c'est toujours la course pour aller trouver un appartement en location. Donc, beaucoup prévoient ça quand les enfants ont entre 10 et 15 ans. Ils achètent un bien en France pour pouvoir héberger leurs enfants. Donc, ils peuvent, si possible, essayer de le récupérer. Et puis, il y a des personnes qui se préparent un pied-à-terre pour le futur. Donc, à Ouais. 45-50 ans, ils se disent, voilà, j'imagine habiter hors de Paris pour ma retraite, mais j'aimerais quand même avoir un pied-à-terre. Et donc, ils l'achètent à ce moment-là et ils vont pouvoir le récupérer plus tard. Et c'est notre modèle My Flat in Paris qui permet aux gens de récupérer leur appartement facilement. Ok. Donc nous, Voilà. le sujet qu'on a envie d'aborder aujourd'hui et dans lequel on va creuser un peu par ton expérience, les conseils que tu vas donner aux expats qui nous regardent, c'est du coup, euh, qu'est-ce qu'il y a à savoir si on a envie d'acheter de l'immobilier en prévision de cette retraite qui va pas forcément être élevée si on a passé beaucoup de temps à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire de par ton expérience, de par ce que tu fais aujourd'hui? Alors, la première question à se poser, c'est qui sera votre locataire? Parce que Ah, fondamentalement, c'est lui qui va payer votre loyer, lui ou elle qui va payer votre loyer. Et en fonction de ça, ça va donner tout un ensemble de décisions pour savoir ce que vous devez acheter, petit, grand, Paris, province, etc., etc. Donc ça, c'est la première question à se poser. La France est, à ma connaissance, le seul pays au monde à faire une distinction fiscale et juridique entre la location vide et la location meublée. D'accord? Ça n'existe nulle part ailleurs, mais ça existe en France. ah ouais, ça n'existe nulle part ailleurs. À ma connaissance, non, j'ai jamais vu un pays où les gens disent ah ben, c'est loué meublé ou c'est loué vide. Et en France, c'est une conséquence énorme Ouais, à plein bah, niveau. sur le La première préavis, chose, voilà, notamment, non? alors la première chose, c'est que si vous louez un appartement en vide, c'est forcément la résidence principale de la personne. Elle va avoir un bail 369 et il est difficile de les mettre dehors pour récupérer l'appartement, Bah, il premièrement. faut attendre 3 ans, 6 ans ou 9 ans, quoi. Exactement. Ça fait Ensuite, long. ils peuvent avoir une tendance à ne pas payer s'ils ont envie, et c'est dur de les mettre dehors. Et ensuite, généralement, ces loyers vides sont encadrés par l'indice de la construction qui définit l'augmentation du loyer. Donc, vous n'êtes pas maître d'augmentation des loyers. Et ensuite, vous êtes généralement taxé à 30%. Donc, sur votre loyer brut, vous allez payer en gros 30% d'impôts. Donc, ça, c'est la partie vide. Si vous allez dans l'autre partie, qui est la partie meublée, il y a également différents choix de locataires. Alors, il y a l'étudiant, il y a le touriste, il y a les personnes âgées et il y a les entreprises. D'accord? Alors, chaque modèle a ses avantages. L'étudiant, bah, il va rester là 6-9 mois et parfois quelques années. Le problème, c'est que l'étudiant n'a pas de gros moyens, donc il va louer une chambre, un petit appartement, généralement dans des quartiers pas super, parce que, encore une fois, c'est une question de budget, donc c'est difficile de faire l'investissement pour de l'étudiant. Le problème accessoire qu'il faut savoir, c'est que en France,
quand une banque fait un prêt à un expatrié, ils exigent généralement de prêter au moins 100 000 euros, d'accord, pour justifier des frais de dossier. Donc, si vous achetez une chambre d'étudiant à Rouen qui coûte 30 000 euros, vous ne pourrez pas la financer. Donc, ça va être un Oh, problème. ça Ensuite, n'existe plus, ça, les chambres d'étudiants à 30 000 euros. à Rouen, on y arrive encore. Ah Voilà. bon, bah oui, moi je me base sur Paris, mais oui, Bah, bien donc sûr qu'il Paris, existe non, d'autres mais villes. Rouen, oui. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas financer ces achats, ce qui était un problème. Et ensuite, si vous voulez faire un patrimoine de 500 000 euros, il va vous falloir trouver 15 chambres. Donc ça va faire 15 achats, donc c'est très pénible. Donc ça, c'est les étudiants. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les résidences-services. D'accord? Donc étudiants, personnes âgées, montagne à la mer. Le grave problème dans ce cas-là, c'est que vous êtes dépendant d'un opérateur qui Ouais. va gérer l'ensemble de l'immeuble. Et s'il ne fait pas du bon travail, vous avez du mal à le mettre dehors. D'accord? Parce que, encore une fois, il contrôle l'immeuble. Donc, vous êtes à la merci d'un opérateur qui peut être mal intentionné par rapport à vous. Et si vous regardez les forums sur Google ou ailleurs, vous allez voir le nombre de procès entre des investisseurs et l'opérateur. Donc ça, c'est une autre méthode qui est parfois très dangereuse. Donc ensuite, il y Ça a le donne pas très envie d'investir, tout ce que tu nous dis là, quand même. non, mais ça se vend beaucoup parce que c'est facile à acheter. Voilà, donc c'est Ouais. facile. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième problème. Effectivement, ça ne semble pas très excitant. Alors, ensuite, il y a le touriste. D'accord? Alors, Airbnb, etc. Le problème, c'est qu'en France et dans certains pays du monde, le touriste est vu comme une vache à lait qui est quand même quelqu'un d'un peu pénible. Donc, on limite et on restreint le droit à la location touristique. Bah ça, on le voit avec les JO en ce moment. Tous Voilà. les gens qui Donc, ont voulu mettre leur logement à Airbnb, c'est un flop total. c'est un flop. Bon, voilà. Voilà. Donc en France, quand dans une ville, il y a un potentiel de location touristique, généralement, la mairie l'interdit. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Nice. D'accord? Donc à Nice ou à Paris, acheter un appartement pour le louer à un touriste, c'est globalement illégal. On ne peut pas le Bah, faire. à Paris, on a le droit. Non, on a le droit, si c'est la résidence principale Principal qu'on met en en location, location, pour moins un de maximum. 187 jours par an. Voilà, exactement. Mais acheter un appartement et le mettre en location Ah touristique, oui, il faut qu'on soit c'est résident illégal. principal, c'est la condition. Donc si on Exactement. est expat et qu'on n'est pas là, Exactement. c'est pas possible. Et ça peut pas D'accord. être, voilà. Donc l'expatrié à Paris et Nice, c'est impossible de faire ça. Donc on retombe sur des villes comme je sais pas, Nantes, Lyon ou Strasbourg, où il y a quand même une très faible demande. D'accord? Le touriste, il reste pas une semaine à Strasbourg, il reste 48 heures. Donc ça ne marche pas. Donc on a ce problème de qui sera mon locataire meublé. Donc depuis 2000, il y a une personne qui s'appelle Antoine Quentin qui m'avait vendu des appartements quand j'étais expatrié et qui est maintenant mon associé depuis presque 20 ans, qui a découvert ou qui a mis en place le modèle de location d'appartements avec service aux entreprises. D'accord? Donc ça, c'est légal. Donc imaginez, vous avez HSBC qui veut faire une opération quelconque en France. Ils vont détacher des Français, des Anglais, des Américains à Paris pour un projet de 4 mois, par exemple. Et plutôt que Mhm. d'aller à l'hôtel, dans une chambre de 10 mètres carrés à 300 euros la journée ou 200 euros la journée, ils vont louer des appartements avec My Flat in Paris, qui sont meublés évidemment avec service, et le consultant, le collaborateur, va être hébergé pendant sa mission à Paris dans un appartement. Donc c'est plus Ah, simple. on avait ça dans l'ONG où je travaillais pour les humanitaires qui revenaient de mission, qui avaient besoin de dormir et d'aller prendre une douche. Voilà, donc d'avoir la capacité d'avoir une machine à laver, un four Exactement. au micro-ondes et d'avoir l'impression de D'être vivre un une peu vie chez soi normale. quand même. Voilà. Donc on est sur ce secteur depuis plus de 20 ans Ouais. parce que, premier avantage, les entreprises payent leur loyer. D'accord? HSBC, Amazon, Google payent leur loyer. Ensuite, les loyers sont bien plus élevés que lorsqu'on loue un particulier. On est capable de louer un appartement de 30 mètres carrés presque à 2 000 euros par mois, ce qui est beaucoup. Le loyer encadré serait aux alentours de 2 000 euros. Donc, c'est pas d'impayé. On a des rendements très importants. Et ensuite, il est possible de récupérer l'appartement facilement. Donc, c'est un modèle, comme il y a une rotation importante des locataires, on est capable de libérer l'appartement pour le propriétaire. Encore une fois, s'il veut héberger ses enfants, s'il Ouais. veut prendre l'appartement pour lui ou simplement pour le revendre. Libre de S'il a toute besoin de interprétation. rentrer en urgence pour quelque Voilà. chose, Voilà. Alors, on a déjà eu les cas tsunami, coup d'État, Covid, Covid. etc. Et donc, on a parfois récupéré des propriétaires en catastrophe qui voulaient récupérer leur appartement. Donc, voilà. Donc ça, c'est le modèle qui nous semble le plus efficace pour les expatriés, pour ces éléments indéniables. Les loyers sont payés, c'est plus rentable et vous avez la flexibilité pour récupérer votre appartement. D'accord. Donc ça, c'est ton premier conseil de qui est notre locataire à regarder assez précisément, surtout quand on doit gérer de loin
en fonction du bien qu'on a, du rendement qu'on veut. Et toi, tu recommandes le bien loué aux entreprises avec service. Voilà. Alors, évidemment, je prêche pour mon église, Bien sûr. mais c'est une chose qui s'avère relativement pérenne. Il y a en fait en D'accord. France assez peu de villes où la demande locative meublée est importante. Il y a Nice qui est un petit peu l'exception parce qu'il y a 10 à 20 000 personnes tous les jours qui vont travailler à Monaco et qui donc louent un appartement meublé pardon, à Nice. Mais hors de ces villes, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui sont sur ce créneau. D'accord. Voilà, Ça, c'était le premier conseil. voilà, premier conseil. De deuxième, c'est de le faire avant-hier parce qu'un Tu veux dire appartement, le 17 juin? Oui, 17 juin, c'était exactement ça. Pour une raison très simple, c'est qu'on l'emprunte sur 20 ans. Moment d'achat plus 20 ans égale loyer sans emprunt, donc emprunt remboursé. Donc, plus vous commencez tôt, bien évidemment, plus bien vous aurez sûr. remboursé votre prêt, plus tôt vous aurez la capacité de recevoir ces loyers pour vous à 100%. Alors, ça, c'est évidemment la théorie. La réalité, c'est qu'avant 35 ans, on ne s'inquiète pas beaucoup de sa retraite, qu'avant 30 à 35 ans, on n'a pas forcément des revenus suffisants pour Ce que j'allais économiser dire, parce et qu'au-delà de investir. s'inquiéter de sa retraite, il y a quand même la partie, est-ce que je gagne suffisamment pour pouvoir investir dans l'immobilier Voilà. et continuer à vivre décemment, on va dire. Absolument. Donc ça, c'est la C'est capacité, quand même un gros critère, quoi. c'est un énorme critère et qui évidemment va à l'encontre de tout le reste. Mais encore une fois, toute chose égale par ailleurs, faites-le le plus vite possible. Si vous n'avez pas encore les capacités pour acheter à Paris, achetez à Lyon, à Nantes ou à Lille, Oui, achetez et quelque faites chose de grandir au petit fur et à et mesure. faites grandir au fur et à mesure. Moi, j'ai des projets à Nice à 200 000 euros, j'ai des projets à Nantes à 100, 150 000. Donc on peut commencer rapidement et il vaut mieux commencer petit le plus vite possible que attendre d'avoir un gros ticket. Voilà, donc Mais faites-le le plus vite possible. Il y a ensuite des critères objectifs à ça, c'est que les banques n'aiment pas endetter des vieux, on va dire, et dans bah, les ils sont banques, plus comme vous proches de la fin, quoi. voilà, alors la fin commence à 50 ans, puisque comme on a Ah des prêts bah, de c'est 20 ans, clair, c'est le voilà, donc, déclin, c'est le déclin. On passe le alors, demi-siècle, c'est le déclin. voilà, alors certaines banques n'aiment pas endetter les gens après leur retraite, donc 65 moins 20, ça fait 45. Ensuite, il y a des assurances d'essai obligatoires qui sont généralement très chères à partir de 73 ans. Donc 73 moins 20 égale 53. Donc, il faut faire ça au plus tard à 50-55. D'accord? Ok. Voilà, donc, il faut le faire le plus vite possible. Et sachez qu'après 50 ou 55 ans, ça va être très dur. Et il faut savoir en plus que si vous devenez entrepreneur et que vous n'avez pas une belle fiche de salaire, on ne vous prêtera pas. Ah bah Donc, ça, c'est clair. voilà. Même si on a une belle fiche de salaire, je crois que c'est très compliqué, hein. Ça, c'est un autre sujet. À Donc, moins de venir avec beaucoup de cash et de payer comptant, je voilà. pense qu'il faut quand même se lever tôt pour être une Voilà, alors chef d'entreprise et pouvoir se payer quelque chose, quoi. on arrive à trouver, depuis 2006, j'ai toujours trouvé un financement pour mes expatriés, mais ça peut devenir parfois difficile. Ah, Donc, j'ai un sachez, partenaire pour ça, si tu veux. Je peux te mettre en petit bisbis si jamais tu as besoin. on va partager nos carrés d'adresse. Ouais. Donc, sachez, si vous êtes expatrié, que le jour où vous devenez indépendant, il n'y aura plus de prêt. Alors, parfois, on veut être indépendant par choix, parfois, on n'a pas quelqu'un le fait le choix pour vous. Donc, vous avez intérêt, tant que vous avez une belle fiche de paye, de vous endetter au maximum pour lever de la dette. Voilà. Ok. Voilà. Ça peut faire peur de se dire on va vivre à crédit toute sa vie et le fait que ça soit taxé aussi sur le revenu foncier, enfin, tout ça, ça peut être des gros freins, j'imagine. C'est des freins que tu rencontres chez tes clients. Alors, c'est pour ça qu'on revient sur notre division du monde entre vide et meublé, puisque quand on loue un bien meublé en France, on peut éviter toute imposition sur pratiquement toute la vie. Bon, ça, c'est un point Ah que, ouais? oui, absolument, oui, que l'on peut aborder en tête-à-tête avec des clients potentiels. C'est que dans la location meublée, vous avez tout un nombre de déductions et d'amortissements qui permettent d'avoir des soldes fiscaux positifs qui sont généralement non imposables. D'accord. Donc ça, c'est une astuce. Ensuite, vous pouvez toujours créer une SCI, donc une société civile immobilière imposée à l'impôt sur les sociétés. Et dans ce cas-là, pareil, vous pouvez tenir toute la vie sans impôt Ah sur bah oui, si le votre chiffre d'affaires. SCI ne génère pas d'impôt sur la société, vous n'avez pas d'impôt à payer. Voilà, exactement. S'il y a pas de profit, on peut éviter d'avoir des impôts à payer. Donc, c'est une manière d'optimiser évidemment la rentabilité. Si vous ne payez pas d'impôts,
c'est toujours ça de gagner sur la rentabilité de votre investissement. Voilà, D'accord. donc, à ce point de vue, autant les expatriés parfois me disent: ah oui, mais la France, c'est un enfer fiscal. Je leur dis non, en France, vous pouvez investir dans l'immobilier On peut sans payer. aussi optimiser très fort, très beaucoup, Exactement. sans que ça devienne suspicieux et frauduleux, hein, on est d'accord. On est tout à fait, on est évidemment dans les règles fiscalité. C'est la structure d'une SCI qui permet de défiscaliser beaucoup de choses, d'arriver à des résultats fiscaux négatifs. Et ensuite, il y a quelques astuces pour éviter des paiements d'impôts sur les dividendes. Donc, on arrive à maîtriser cette imposition et donc d'éviter toute imposition sur les revenus locatifs. Voilà. Donc ça, c'est un élément aussi important que les gens doivent comprendre pour justifier l'investissement en France par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, où l'imposition sur les loyers est beaucoup plus élevée. D'accord. Donc, deuxième conseil que tu nous donnes, commencez maintenant. N'attendez pas. N'attendez pas parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que c'est maintenant que vous allez avoir un retour sur investissement. Enfin, plutôt, vous commencez. Euh, et, euh, et pour ce qui est du retour sur investissement des taxes, il y a toujours une façon de trouver de quoi ne pas trop payer, si c'est ce qui vous fait peur, ou en tout Exactement. cas d'être conseillé comme il faut pour trouver la meilleure solution pour vous. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui reviennent sur la différence entre les investissements financiers et immobiliers. Le mieux, c'est de faire les deux en fonction des besoins disponibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier, c'est finançable. On peut financer 60, 70, 80% de l'investissement, ce qui n'est pas le cas des actifs financiers où il faut sortir du cash Ouais. directement. Ensuite, quand vous avez une dette bancaire et qu'il y a de l'inflation, elle va être progressivement effacée parce que vous avez d'un côté en France des loyers qui augmentent et des mensualités qui restent fixes. Donc vous allez dans une position intéressante de génération de cash flow parce qu'encore une fois, votre mensualité reste la même pendant 20 ans et le loyer augmente. Donc vous allez créer de la valeur comme ça. Alors que sur les actions, une action ne bénéficie pas de l'impact de l'inflation et donc vous avez besoin d'un rendement super. Donc, on peut se faire des calculs sophistiqués, mais en gros, il faut que vous fassiez 3 à 4 fois le rendement de l'immobilier dans le produit financier pour que ça se justifie. Voilà. Là, je Donc, crois que tu vas me perdre si on continue, parce que voilà, donc c'est un, c'est un on va monde pas que faire le je ne calcul. maîtrise pas du tout. Voilà, donc j'ai le tableau ici, mais on ne va pas le faire. Mais en gros, si votre immobilier rapporte du 4, il faut que votre produit financier rapporte au moins du 12 ou du 15 pour que ça soit équivalent en termes de rendement à terme. Voilà. Bon, ça parlera peut-être aux plus aguerris de Oui, ceux qui oui, nous oui. écoutent. Euh, Ce sont nous les directeurs financiers et des Voilà. maîtres de table de marché qui comprennent. Et n'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs. Si vous avez trop d'argent Exactement, et que vous ne savez pas où exactement. les placer, n'hésitez pas, vraiment. On pourra, on pourra faire les calculs ensemble et vérifier si c'est 12 ou 15. Exactement. Et un petit troisième conseil, un dernier conseil à nous prodiguer. Eh bien, le conseil, c'est de ne pas trop se disperser dans les pays. Il y a beaucoup de gens qui disent bah, je suis en Thaïlande, je vais acheter en Thaïlande. Quand on est en Thaïlande, gérer un bien en Thaïlande, c'est facile. Quand on revient en France, c'est très difficile. Donc, maîtriser la langue du pays où on investit, La loi du pays. la loi, le juridique, s'assurer que c'est dans un pays où on peut revendre et rapatrier ses fonds. Il y a beaucoup de pays dans le monde où on ne peut pas rapatrier le fruit d'une vente sur place, donc c'est toujours un problème. Et puis ensuite, quoi qu'on dise, la France a l'avantage de prêts immobiliers à taux fixe sur 20 ans, ce qui est relativement rare dans le monde. Aujourd'hui, les gens qui ont emprunté, par exemple au Canada, ils payent du 7 à 8%. En Angleterre, c'est pareil. En France, aujourd'hui encore, on investit, on emprunte à 3,5-4% sur la durée totale. Donc vous avez une visibilité absolue de vos dépenses, ce qui permet de bien dormir. Si on voit le rythme de sommeil de gens qui investissent dans les cryptos et les gens qui investissent dans l'immobilier, je pense que Ils dorment mieux, ceux qui investissent dans disons qu'on a l'immobilier. l'immobilier, les gens dorment beaucoup mieux parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, la mensualité va rester, que si vous investissez en France et notamment à Paris, trouver un locataire, ce n'est pas vraiment un problème, que vous allez pouvoir de toute façon vendre s'il y a un problème. Si vous êtes aux États-Unis, que vous avez un bien en Indonésie, surveillez ce qui se passe, c'est super dur. Donc, plus on fait des choses proches de soi et de sa culture et de ses Oui. connaissances, plus c'est rassurant et facile à gérer sur le long terme. Voilà. Je dirais même que déjà investir dans plusieurs villes de France, Voilà. ça doit être chaud parce que au-delà d'investir, il y a entretenir, il y a gérer, il y a tout ça. Donc ça, il faut pouvoir déléguer derrière aussi.
Mais si en plus vous éparpillez sur la planète, mais je trouve que ton point illustre très bien ce côté des Français qui trouvent que la France c'est nul jusqu'à ce qu'ils aillent ailleurs, qu'ils voient que c'est différent et qu'ils reviennent en disant ah bah c'est pas si nul finalement. Il y a la Sécu, j'ai gardé ma carte vitale et finalement, c'est pas si grave que ça. Donc, le coût de la vie en France est très modéré par rapport à beaucoup de pays. Encore une fois, tous les Français, avec leur passeport français et un contrat de travail, peuvent emprunter en France, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays du Oui, monde. Donc, encore une tout à fois, fait. c'est un choix naturel pour eux. Ils maîtrisent la culture, ils maîtrisent le juridique et ils savent lire, ils comprennent le français. Donc, c'est déjà bien quand vous voulez signer quelque chose. Voilà. Bon, eh ben parfait ça. Donc troisième conseil que je me rappelle, Ben, investir là où c'est on ça, maîtrise ne pas l'environnement. s'éparpiller, on va l'appeler comme ça. Voilà, exactement. Restez concentré sur la France. Quand on aime Et au le moins, vin, vous aurez plein de pieds à terre pour les vacances si vous rentrez. Ça, c'est pas exactement. mal. Pouvoir accueillir toute votre famille, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est top. C'est Euh, Merci pour ces précieux conseils. On va les appeler retraite et patrimoine, tu vois, un peu ça comme ça. exactement. Est-ce que toi, tu aurais une petite anecdote à nous partager dans tes aventures d'expat sur le plan de la santé? Parce que moi, c'est un peu mon sujet, c'est la santé. Ce qui t'est arrivé des aventures folles en termes de santé que tu aurais envie de partager, bien sûr. Alors personnellement, je touche du bois parce que j'ai jamais rien eu, donc c'est bien. Par contre, il y a des exemples d'expatriés, notamment au niveau des couples et des familles, où on a parfois des situations pénibles, notamment en termes de gestion de patrimoine, en termes de gestion de carrière du conjoint accompagnant, de la gestion des enfants qui sont dans un système et qui ont du mal à s'adapter à un autre. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent et qui ont besoin d'être accompagnés dans la gestion de ces changements de pays, de ces changements de situation personnelle, de gens exactement, qui se retrouvent dans des situations un petit peu pénibles, personnelles, professionnelles, amoureuses, et qui ont quand même besoin d'être accompagnés. Et quand on est dans un pays où on n'a encore une fois pas la culture, où l'infrastructure coach, médicale, juridique n'est pas maîtrisée, ça peut devenir très difficile. Donc, Clairement. voilà. Donc l'expatriation n'est pas un jeu simple. Il y a énormément d'avantages financiers, culturels, professionnels, mais parfois il faut s'adapter. Quand on passe de New York à Doha et ensuite qu'on va surtout à Manille, il y a quand même un besoin d'adaptation et d'accompagnement qui n'est pas aussi facile que ça, n'est-ce pas? N'est-ce Euh, pas? et je parle, ça fait encore une fois, depuis 2006, je parle à 3 ou 4 expatriés tous les ans, tous les jours, pardon, pas tous les ans, tous les jours. Donc je vois beaucoup de témoignages personnels d'expatriés actifs ou conjoints qui reviennent sur ces sujets Ah d'accompagnement, oui, de suivi ça, on pour, peut jamais vraiment prévoir, mais il n'en reste pas moins qu'on peut quand même anticiper un certain nombre de choses et y réfléchir, et donc partir avec sa caisse à outils en disant qu'est-ce que je fais si jamais ça m'arrive, ça c'est sûr. exactement. Là, tu prêches pour ma paroisse à moi. Exactement. Donc, J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. avec plaisir. Alors, encore une fois, ce qui est amusant, c'est que quand on est malade, ou pas, quel que soit l'endroit dans le monde, on va chez le toubib parce que quand il y a un problème de santé, on réagit. Les deux seules choses que les gens ont du mal à abandonner, c'est leur dentiste et leur coiffeur. Et encore le dentiste, je suis pas sûre parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui rechignent à aller chez le Gens qui dentiste. réagissent. Voilà, donc, c'est un petit peu l'anecdote. Mais effectivement, la couverture médicale est un sujet très important pour les expatriés et la capacité ou non à communiquer, c'est un problème énorme. Quand vous avez du Clairement. mal à expliquer à un docteur votre problème et quand lui-même, quand vous n'avez pas une langue commune ou quand la langue commune n'est pas maîtrisée à 100% par les deux, parler anglais avec un médecin japonais quand vous ne maîtrisez pas l'anglais parfaitement, c'est super dur. Oui, Euh, ça et peut j'étais- donner lieu à des expériences tout à fait extraordinaires, je pense. Exactement. Donc ça, c'est un problème pratique de savoir comment communiquer quand vous avez un problème médical. Et évidemment, la couverture médicale et l'accompagnement des expatriés est un sujet très important. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Christophe, pour ce partage et pour tous ces précieux conseils. Ça va me faire rêver de me dire où est-ce que je vais investir alors que je n'ai pas de sous. Je vais y réfléchir. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Je Et t'en prie. puis, on retrouve comme d'habitude tous les contacts pour Christophe en dessous dans le replay. Si vous voulez aller plus loin sur ces questions-là d'investissement immobilier et tout ça. Il a aussi un compte Instagram Top Frogs
que je vous mets juste en dessous. Et puis, tu vas partager un mail ou un site web où on peut te retrouver. Absolument. Le mieux, c'est de me voir sur LinkedIn, Christophe Tardiva. Voilà. Et ben, Euh, on va mettre tout ça alors. Ce sera avec plaisir. Margot, grand merci pour ton invitation. C'était un plaisir de te voir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, à très bientôt pour de nouveaux partages, hein. À très bientôt. Au revoir. Ciao!